Monsieur Rougeron, on est ravi de vous avoir ce soir pour répondre aux questions de nos membres. On a énormément de questions, donc comme d'habitude et comme disait un journaliste des années 80 dans un entretien avec Charles Pasqua, Monsieur Pasqua, j'attends de vous des réponses courtes et Charles Pasqua a répondu, Monsieur, des questions précises. C'est ce que nous avons aussi exigé de la part de nos membres, c'est-à-dire des questions claires, limpides et syntaxiquement correctes. Si Monsieur Rougeron veut bien nous faire un petit topo d'actualité pour remotiver les troupes comme d'ordinaire. Alors, c'est assez simple. Je vois beaucoup de gens qui sont tristounés, or il y a vraiment pas matière à. À un moment, il faut se mettre dans la tête que nous sommes dans un conflit. Or, l'art opératif, parce que certains portent le nom d'opératique, le plus haut degré de l'art opératif, c'est une science du but, du moyen et du mouvement. Alors, rappelez-vous cette phrase extraordinaire de Bruce Lee dans le Tao du Jeet Kune Do, l'essence du combat, c'est l'art du mouvement. Or, avons-nous des raisons d'être tristes des mouvements de nos combattants sur le premier volet législatif? Alors, il faut voir quels étaient nos buts de guerre. Nos buts de guerre étaient simples pour ce qui est de l'alliance souverainiste. Atteindre le financement public pour la première fois. Je rappelle que la plupart des partis de l'alliance souverainiste n'existaient pas aux dernières législatives. Et dans nos rêves les plus fous, rappelez-vous, l'immédiate après second tour, de bloquer la marche à la présidence impériale d'Emmanuel Macron. C'est donc sur ces trois objectifs, un était possible et les deux autres étaient très difficilement atteignables. Nous avons accès à financement public. Donc moi j'ai calculé de l'environ d'à peu près 400 000 euros par an. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est vous donner l'ordre de grandeur. Nicolas Dupont-Aignan est quasiment sauvé, donc nous aurons un député. Certes, c'est un député, mais un, c'est mieux que zéro. Et de l'autre côté, nous avons participé au fait, et oui, en partie grâce à M. Mélenchon, il faut être très honnête, au fait de mettre le bordel dans la majorité présidentielle, ce qui va avoir comme effet de perturber le programme d'Emmanuel Macron et va l'empêcher de bousiller le pays. Donc, je vous demande de prendre ces trois éléments en compte. D'accord ? Et pour prendre ces trois éléments en compte, je vais vous les détailler. On passe très vite sur l'argent public, ce qui permet de faire la guerre, car je vous rappelle que la totalité de l'effort de guerre, Génération Frexit comme Patriote, a été donnée par nos militants. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fait d'avoir un député nous permet d'avoir un accès à l'Assemblée, un accès informationnel, et j'ai bon espoir que dans les équipes de Nicolas Dupont-Aignan, nous pourrions avoir une autre personnalité souverainiste de premier plan. Je laisse les choses se faire et je pense que nous en saurons beaucoup plus la semaine prochaine. Dernier point, la majorité Macron. Alors, il faut que vous soyez totalement honnête. Si Emmanuel Macron avait obtenu la majorité, eh bien, nous allions vers la destruction du pays. Et je préfère le bordel à la destruction du pays. Car oui, ce sera le bordel. Mais mieux vaut le bordel plutôt qu'il ait la majorité nécessaire, je vous rappelle, pour faire la réforme constitutionnelle qu'il voulait pour devenir président une troisième fois, et les réformes constitutionnelles nécessaires qu'il avait besoin pour brader le reste de la souveraineté française, à savoir notre feu nucléaire et le siège onusien. Il n'a pas les possibilités de le faire. Il ne les aura pas si tout se passe bien. Donc, je ne vous demande pas de vous rouler par terre en disant on a gagné, on a gagné. Je vous dis une chose simple qui est nos buts de guerre atteignables sont pour la plupart atteints. Alors oui, la guerre est longue, je vous l'ai toujours dit, moi je vous ai jamais rien promis. Donc, soyez forts dans l'adversité, surtout que la prochaine bataille, c'est les européennes, et là, nous aurons encore plus besoin de vous. Si on suit votre pente, votre adorable pente, qui est parfois de me demander mon avis, ai-je eu tort, ai-je eu raison? J'ai eu raison sur le relèvement des Républicains, que je vous avais annoncé, qui tient au Rotary Club de province, bon, très bien, qui fait paraître deux tendances
et une fois encore, nous allons dire un grand merci à Marine Le Pen et à sa nullité, parce qu'elle a tué beaucoup de LR parasouverainistes, ce qui nous aurait permis de faciliter des alliances. Je pense à Julien Aubert particulièrement, qui tombe à cause d'un candidat Front National. Et le reste, aux Républicains, que deux tendances lourdes. La tendance Wauquiez, il suffit de voir tous ceux qui dépendent de lui qui ont été élus. Donc c'est du chiracisme européiste. Je vous rappelle que c'est une créature de l'ignoble Jacques Parot, qui a fait qu'une seule chose importante dans la vie, il est mort. Donc, et c'est d'ailleurs la chose qu'il aurait mieux fait de faire le plus tôt possible. Et de l'autre côté, vous avez Monsieur Lisnard, qui est l'homo congélus des années 80, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une crise d'apoplexie, qu'on va lui apprendre que le mur de Berlin est tombé, et qui est une sorte, comment dire, de Madelin du soleil de Cannes, à se faire cuivrer la gueule à la lampe à souder. Donc, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à sortir des Républicains, c'est moins qu'on puisse dire. Je vais arriver au cas de M. Mélenchon. À la fin, il y a eu moins de désertion que prévu de l'électorat Front National, mais ça n'apportera, je pense pas, les grands bataillons de députés demandés, pour une seule raison, c'est que l'obsession de Marine Le Pen a été d'écraser Reconquête. Reconquête qui, je vous rappelle, a été dans une dynamique d'agressivité vis-à-vis des candidats souverainistes. Ils ont présenté quelqu'un contre Florian, par exemple. Donc c'est triste d'ailleurs été liquidé au premier tour, mais bon voilà, il a d'un côté payé son problème de positionnement. Donc enfin, le problème du front va être assez simple, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas plus d'opposition à la Chambre qu'elle n'en a fait ces 5 dernières années, quel que soit son nombre de députés, qu'elle ait un groupe ou pas d'ailleurs. Donc vu le niveau des gens qu'elle peut faire élire. Donc de toute façon, elle a déjà rétrocédé la place de l'opposante à M. Mélenchon. Alors, M. Mélenchon, il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, M. Mélenchon, ce n'est pas Imperator Temoritori. Je vous rappelle que la NUP fait moins que tous les partis qui la composent coalisés. C'est un coup médiatique redoutable de la part de M. Mélenchon, mais ce n'est pas un coup politique hors norme. Et je vais vous dire pourquoi, pour une raison simple, c'est que c'est un coup qui est déterminé sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Or, celui-ci ayant donné sa circo à M. Bompard, je crains que nous entrions dans l'après-Mélenchon qui verra l'explosion de la plateforme. Je tiens à dire qu'en effet, il y a, je pense, des appels maladroits au civisme des nationaux qui dit oui, mais il faut que vous vouliez sauver vos retraites et que vous en vouliez moins à Mokhtar. Ça prouve une inculture crasse sur les déterminants du vote nationaliste. Et je pense qu'il y aura certainement une partie des nationaux qui vont appuyer la NUP par esprit civique pour couper Emmanuel Macron de la tentation impériale, c'est certain, mais il ne faut pas oublier que cet électorat-là a été constamment insulté par la France insoumise et ses alliés, que la France insoumise et ses alliés se sont prostitués auprès de la Macronie il y a encore un mois, et que ça laissera de très lourdes traces, et que d'un côté, je vous le dis, sans nous, Mélenchon est mort, pour une seule raison, il n'a plus aucune réserve de voix nulle part. Or, le positionnement islamo-gauchiste ou islamo-wokiste qu'il a pris lui aliène une part non négligeable de l'électorat populaire et national. C'est un état de fait. Et ça, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que le Mélenchon de 2022 est antinational par rapport au Mélenchon de 2017. C'est un état de fait et tout notre civisme n'est pour rien, surtout qu'on sait très bien que de participer à l'élection de gens qui détestent la France, quand bien même ne serait-il pas macroniste, finira par se retourner contre nous. Donc je vous avais promis que Emmanuel Macron vivrait ce que François Mitterrand a vécu dans les années 80-88, c'est-à-dire de devoir perpétuellement négocier sa majorité. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Il va devoir négocier ses décisions, négocier ses majorités. Il le fera, à mon avis, avec une partie des LR, voire avec l'UDI qu'il va tenter de découper des LR, mais la promenade de santé est terminée pour le petit Camé Damien, quels que soient ses effets de manche en Ukraine actuellement, qui nous rappelle furieusement qu'il ne faut pas violer les lois de la nature. Voilà l'introduction à cette séance de questions. Merci beaucoup, Monsieur Rougeron. Nous allons passer aux questions. Première question. Considérant les résultats électoraux des élections présidentielles et législatives en 2017 comme en 2022, considérant les nombreux dispositifs mis en place depuis l'alliance eurosceptique de 1999, dont on connaît la triste fin, pour fédérer autour d'un mouvement qui fait route vers la victoire électorale, l'électeur souverainiste n'est-il pas l'arlésienne de la vie politique française ?
Si vous voulez, le problème, c'est que, quand bien même le serait-il, tout le monde est obligé de lui emprunter ses idées, son vocabulaire, etc. On l'accepte ou pas. La seule faiblesse du camp souverainiste, elle porte un nom, elle s'appelle Marine Le Pen. On l'accepte ou non. C'est un état de fait. Donc, si vous voulez, parce que je peux vous dire exactement la même chose de l'électeur identitaire. Je vous rappelle que moi, j'aurai un député, ce que la droite zémourienne n'aura pas. Question suivante. Est-il théoriquement possible qu'aujourd'hui, de nous voir imposer un Premier ministre, exemple Mélenchon, à Emmanuel Macron? Non, 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 non. Je pense que la peur abrutit du rouge, parce que, si vous voulez, et je comprends que les woke autour de Mélenchon fassent peur, mais c'est pas un programme communiste. C'est un programme néo-keynésien qui a d'ailleurs pas tout compris à Keynes, et avec les problèmes de manque de courage de certains néo-keynésiens. Bon, très simple. Si vous voulez, on ne peut pas, je pense, imposer Mélenchon. On peut lourdement empêcher la majorité absolue, mais on ne peut pas empêcher la majorité relative de Macron parce que on ne peut pas empêcher Emmanuel Macron de prendre une partie des LR pour avoir sa majorité relative. La peur du rouge va jouer à plein, alors qu'il n'y a pas de rouge chez Mélenchon. Et de toute façon, une partie des traîtres LR ne demande que ça. Vous avez déjà fait votre analyse concernant l'Union des souverainistes. Une question qui va sans doute aider beaucoup de nos jeunes auditeurs. À quoi sert le député français? Quelle est son action réelle au-delà de la simple représentativité au sein d'un groupe parlementaire? Merci. Alors, c'est très simple. Premièrement, c'est un fait d'argent public. C'est-à-dire, quand vous avez des élus, ça rapporte tant à l'année. Ce qui permet de subventionner des actions. Donc, c'est l'accès à l'argent public. 2, c'est l'accès à l'information. 3, c'est l'accès aux médias. Et dernier point, c'est l'accès à l'enracinement local, qui est l'un des trucs qui nous manque. Donc, voilà à quoi sert le député français. Question suivante. Qu'est-ce que la gauche fera selon vous avec une majorité macroniste ou Macron compatible et que fera le camp national? Alors, c'est assez simple. Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, tout va bien aller dans les premiers mois jusqu'à ce que la question européenne se pose. Et si Mélenchon faiblit à titre personnel, la NUP sautera sur la question européenne. C'est déjà largement acté. Il suffit de voir l'accord de NUP où on est plus europhile que moi, tu meurs. Et de l'autre côté, Marine Le Pen va partir en vacances pendant 5 ans. C'est aussi simple que ça. Et j'ai très peur d'ailleurs que pendant ce temps-là, le camp des nains bondons, qui veut la peau de Jordan Bardella, finisse par l'obtenir. Voilà, grosso modo. Question suivante. Pensez-vous qu'un groupe NUP de 150-200 députés aurait la capacité d'empêcher Emmanuel Macron de détruire encore plus la souveraineté de notre pays? Alors, sur les points nécessitant des modifications constitutionnelles, oui, très clairement. Et ça va même l'obliger à négocier avec une partie de la droite. De toutes les manières, ça va le gêner. Question suivante. À votre avis, quel avenir pour Zemmour en politique après sa défaite de seulement 1,5 points face au candidat RN? Ça va dépendre de lui. Il a fait d'excellents débuts en politique. La seule chose, c'est qu'il a fait une erreur de parallaxe. Alors, soit il continue dans cette erreur, et donc il va répéter cette erreur d'aller chercher des classes sociales qui n'existent pas, et il va attendre l'effondrement du RN. Je pense qu'il peut tout à fait se maintenir. Je l'espère pour lui. Question suivante. Bonsoir Monsieur Rougeron. Que pensez des résultats concernant l'abstention de ces législatives, surtout dans le contexte actuel, qui pourrait déboucher à moyen terme vers une réforme du mode de scrutin? Alors, si vous voulez, c'est l'un des points les plus saillants et les plus importants de l'élection. C'est-à-dire que le carnaval électoral intéresse de moins en moins, le vote est de plus en plus clivé autour des questions de capital et d'âge, c'est les CSP+, les vieux, et quand la génération boomer aura disparu, on va monter à des taux d'abstention à l'américaine de l'ordre de 70%. Donc, si vous voulez, ça demande de repenser fondamentalement nos institutions et entre autres le mode de scrutin, c'est-à-dire il y a plusieurs extrêmes. On peut faire la proportionnelle intégrale qui n'aura jamais lieu, on peut faire le retour du scrutin guillotine uninominal à un seul tour, ou on peut faire la proportionnelle à correctif majoritaire. Tout est possible et je pense que les Français ont compris que la représentativité ne sert à rien quand il n'y a pas d'effectivité de la décision publique et que les urnes ne servent plus à grand-chose vu que la décision se prend ailleurs. Question suivante. Dans le cadre d'un mouvement pré-insurrectionnel similaire aux Gilets jaunes, mais plus massif et potentiellement plus violent, l'opposition de gauche serait-elle susceptible de pousser vers un changement de régime, un renversement de l'exécutif? Je précise avant tout que nous n'appelons à rien et chacun ici est responsable de ses questions. Merci.
Merci, gentlemen, ça évitera quand même que j'ai encore plus mauvaise réputation que d'habitude. Donc, c'est assez simple. Je crains que malheureusement la gauche woke pourrir un éventuel mouvement comme elle a pourri les Gilets jaunes. Donc, je pense que la gauche, qui est comme elle est indifférente à la question sociale réellement, elle phagocytera et elle détruira un éventuel mouvement social qu'elle devra partager avec le peuple. Elle fera ce qu'elle a fait aux Gilets jaunes, c'est-à-dire elle les détruira comme elle a détruit les Gilets jaunes. Je le crains et j'aimerais qu'il en soit autrement. Question suivante. Comment expliquez-vous de façon rationnelle, si cela est possible, l'attitude suicidaire des élites xénocrates et de l'eurocratie au pouvoir? C'est très simple en fait. Il y a à la fois un réflexe de caste, une croyance et une espérance. Et là, vous verrez que c'est totalement rationnel. Le réflexe de caste, c'est de croire que plus il y a de crise, plus il y a de bordel, plus les gens souffrent, plus l'Europe avance sur le dos des victimes, si vous voulez. Donc, c'est ça la technique des petits pas, aussi appelée théorie de l'engrenage chez les européistes. Nous allons créer des problèmes, nous allons les amplifier, nous allons mettre de l'huile sur le feu et nous allons nous présenter comme la solution selon la vieille logique du pompier pyromane. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point, c'est le réflexe de casse. Deuxièmement, c'est une croyance profonde qui est que les Européens, et particulièrement les Français, sont indignes de l'idée européenne et qu'il faut donc les punir. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'aurez jamais d'européisme anti-immigration. Parce que pour un eurocrate, quand vous faites venir un déraciné, eh bien, vous pouvez lui donner la non-identité européenne et lui, il va y croire parce que il est corvéable à merci et parce qu'il fait partie de la nouvelle Europe, c'est-à-dire de ce nouveau peuple dont l'identité est la haine de l'identité. J'espère que je me fais comprendre. Et le dernier point, c'est une espérance. L'espérance, c'est une espérance d'ingénierie sociale terrible et qui malheureusement marche. Moi, j'ai travaillé sur les sectes tueuses. Les sectes tueuses fonctionnent comme ça. Une partie des sectes tueuses va vous tuer physiquement, ce qui est le cas, par exemple, de ce qui est arrivé à Homs au Sahara, ce qui est arrivé aux Davidiens par David Koresh. Mais rappelez-vous, au Temple du Peuple, chez Jim Jones, la secte tueuse qui a tué le plus de monde au XXe siècle, 1900 morts, la plupart ont volontairement pris le poison. Or, laissez apparaître de guerre lasse. Prenez ces trois éléments en compte et vous verrez que c'est totalement rationnel. Question suivante. Édouard Philippe a déclaré à la mi-mai: une majorité solide, ça ne veut pas dire une majorité servile. Est-ce un avertissement? Point d'interrogation. Horizon et le Modem peuvent-ils peser au sein de la majorité présidentielle au point d'imposer leurs objectifs au président de la République? Alors, lors de la création du gouvernement, le plus grand cocu de tous, c'était le panda du Havre. Manque de bol, si Mélenchon réussit son pari d'emmerdeur, eh bien, Édouard Philippe et le Modem, qui étaient tous les deux à haute, redeviennent des interlocuteurs crédibles d'une majorité fragile, ce qui veut dire que la politique de la France se fera pire qu'à la corbeille, elle se fera dans le bureau de François Bayrou ou au téléphone avec Édouard Philippe, c'est-à-dire dans Uburois, l'histoire commence en Pologne, donc nulle part. Nous allons passer à la question suivante. Est-il possible pour un député de changer de parti étiquette en cours de mandature? Si oui, aurait-il des possibilités de convertir des députés au souverainisme comme vous l'avez fait avec Monsieur Schaffhauser? Monsieur Schaffhauser, dont nous faisons la pub de son ouvrage L'Europe de Strasbourg contre l'Europe de Bruxelles. Je pense que nous pouvons tenter de faire des approches avec certains députés nouvellement élus des Républicains, mais nous pouvons essayer. Il est tout à fait possible à un parlementaire de changer de groupe, ça c'est très facile. Hein, ça prend quelques heures en fait, hein, c'est un peu de paperasse, mais je pense que on peut essayer de travailler une partie des hommes de Monsieur Wauquiez au corps, tout simplement parce que sinon ils disparaîtront et ils le savent. Question groupée cette fois-ci car les deux sujets sont liés. Une alliance RN Reconquête Parti souverainiste est-elle envisageable pour la prochaine présidentielle? Et question qui a aussi un lien, comment expliquez-vous la tendance anti-souverainiste de Zemmour? Quel est l'avenir d'un parti comme les Patriotes de Florent Philippot? 0,8 au sein de ma commune et 2% des inscrits à Forbach. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que, objectivement,
On va être très clair, le problème de l'alliance, c'est le problème de Marine. C'est-à-dire que Marine ne veut aucune alliance parce qu'elle ne veut pas le pouvoir, elle ne veut pas de victoire, elle veut une rente électorale. Point. Il faudrait d'ailleurs demander pourquoi les procédures contre le fond, qui, je le sais de sources assez sûres, sont des procédures tout à fait fondées, n'arrivent toujours pas à terme des années après. Point 1. Point 2, le problème c'est que les souverainistes ont proposé l'alliance à Zemmour plusieurs fois, et ce depuis près de 3 ans. Le problème c'est que Éric ne veut pas, pour une raison, c'est qu'il est devenu en partie européiste, et qu'il est entouré d'européistes. Vous allez à Reconquête, alors ça ne représente absolument rien dans les bases, mais vous avez des gens qui sont des européistes bon teint, qui ont procédé sur l'ensemble du territoire à une chasse aux nationaux et à une chasse aux souverainistes de tous les instants. Bon. Ce qui est normal d'ailleurs, parce que chez eux, c'est un but idéologique. C'est-à-dire que pour eux, mis à part, il faut être très clair, hein, moi je vous dois, vous êtes les miens, je vous dois la vérité. Ce sont des gens qui sont avant tout mus par le racisme le plus primaire. Et pour beaucoup par leur nostalgie germanolâtre de la défaite de l'Axe. Bon, on va être très clair, ils sont quand même les deux poumons actifs du maigretisme. C'est la droite post-collaborationniste et malheureusement, c'est ce qui a effacé d'ailleurs de la campagne Zemmour M. Tuillier, bon, qui lui, on peut lui faire tous les procès qu'on veut, n'appartient pas à ça. Et ça, malheureusement, je pense qu'il va falloir s'en défaire, d'une manière ou d'une autre. Parce que, moi je suis désolé, ça a prouvé son inefficacité, parce que de dire nous ne ferons rien sur l'essentiel, mais nous ferons la guerre civile sur le reste, eh bien ça a terrorisé une partie de l'électorat, ça en a envoyé une autre dans le vote utile, en un mot, ça n'a pas marché. Dernier point sur l'avenir de Florian. Florian, c'est un parti qui a maintenant accès au fonds public à 30 000 hommes et est capable de tenir la rue, ce que personne, Front National compris, n'est capable de faire. Donc, avant de parier sur la mort de Florian Philippot, vous savez, Florian Philippot est un homme politique qui est mort déjà plusieurs fois. Donc, avant de parier sur sa mort, je vous dis tout de suite, à votre place, je ferai plus attention. Je serai plus modeste dans mes prédictions. Question suivante. Peut-on espérer une participation plus importante des jeunes de moins de 35 ans au second tour? J'en suis vraiment pas certain. Un léger rebond dans une partie de la jeunesse de gauche, mais j'en suis vraiment pas certain, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent nationaux et que la moitié de l'électorat national à peu près ira dans l'abstention. Question suivante. À la défaite plus ou moins surprise des forces mobilisées par Reconquête pour ces législatives, la réponse est-elle ces mouvements de formation des adhérents et militants annoncés pour septembre? Que cache, ou plutôt que signifie cette intuition généralisée que les résultats seraient meilleurs si les militants étaient mieux formés? On va être très clair. Il faut avoir des militants formés parce que ça vous évite d'avoir le crétinisme du candidat chèvre type Rassemblement national. Mais fondamentalement, ça ne fait pas une grande différence quand on ne prend les élections que comme des one-shot. Ça fait la différence quand vous faites des groupes, quand vous faites des projets, quand vous êtes élu et quand vous avez des groupes d'élus réellement dynamiques parce qu'ils connaissent leur dossier et quand vous habitez la campagne et quand vous habitez le mouvement. Là, ça change tout d'avoir des militants bien formés avec une colonne vertébrale. Mais je pense qu'avant tout, Reconquête veut conserver ses adhérents parce qu'il sait que sociologiquement, c'est une jeunesse de droite très apeuse et donc ils leur promettent une formation pour pouvoir les fidéliser, ce qui permet au passage de faire rentrer des fonds. L'éducation populaire, et ça est bien sûr utile, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais elle est utile sur la longue durée. Nous, si vous voulez, le travail qu'on fait est utile parce que nous avons créé des cadres et parce que nous avons réussi à vulgariser des idées et parce que nous avons réussi à changer une petite partie des mentalités et chacun fait sa part du travail. Je ne suis pas certain que de donner, parce que je sais à peu près qui à Reconquête va s'occuper de ça, je ne suis pas certain que donner ça à des gens qui soit enseignent l'antinationalisme dans leurs instituts, ou soit enseignent des conceptions conservatrices ou catholiques fort sympathiques, mais très peu en adéquation avec l'esprit du temps, je ne suis pas certain que ce soit très utile. Donc, question un petit peu plus dense cette fois-ci. Bonsoir, j'aimerais savoir
si les souverainistes sont assez puissants et solides pour inciter le tout sauf Macron, ce jeu ne serait-il pas dangereux et pourrait freiner l'ascension des partis souverainistes dans la société? Nous sommes le camp des politiques. Nous sommes les héritiers de Baudin, c'est-à-dire que, plus encore que notre accession au pouvoir, nous sommes les seuls à ne pas vouloir que le pays s'effondre. Et je pense que ce qui joue chez nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va être dans le tout sauf Macron, c'est qu'on ne veut pas qu'il achève le pays. Donc je pense que chez nous, le tout sauf Macron ne peut pas, à cause de nos militants, ne peut pas être endigué. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Un message d'un membre de Reconquête qui vous salue. Comment se fédérer localement avec les électeurs de l'Union des Patriotes? Je vais essayer de parler à plusieurs chefs nationaux dans la période post-électorale pour que nous ayons des actions, pour que nous puissions avoir des sanctuaires de terrain organisés comme moi je l'entends, c'est-à-dire organisés réellement en termes d'enracinement. Donc je vais voir ce que ça va donner et j'aimerais beaucoup que tout le monde participe à ces initiatives locales, car les hommes de reconquête sont aussi bien les bienvenus au Cercle Aristote que les autres. Ce sont à mes yeux des nationaux. Je dis qu'il y a des éléments antinationaux parmi eux, c'est tout. Mais la grande masse est nationale, et c'est pour ça d'ailleurs que je le dis, ils ont été traités de manière ignominieuse par une partie de l'état-major du front. Question suivante. L'abstention a atteint un niveau exceptionnel au premier tour de ces législatives et beaucoup s'imaginent qu'il y a là des viviers d'électeurs qui n'attendent que d'entendre les sirènes souverainistes pour quitter la caverne de l'abstention et nous rejoindre. Le jeu en vaut-il la chandelle? Merci pour la petite référence à la caverne de Platon. Ce serait beaucoup trop mécaniste comme raisonnement. Je pense que faire sortir les gens de l'abstention est quelque chose de très long. Mais je ne vois pas d'autre voie. Parce que nul ne peut prêter des intentions aux abstentionnistes. Mais en tout cas, ils ne nous détestent pas parce que quand on leur dit de faire barrage, ben, ils ne sont pas venus faire barrage. Le castor a déserté. Question relative à la droite dite Gandalf, droite identitaire et non souverainiste, dont les figures de proue dans la jeunesse sont Rochdy Papacito. Il est frustrant d'entendre par exemple Rochdy dire que son rêve pour la France est une structure du type Saint-Empire romain germanique, entretien récent sur l'Institut des libertés. Parce qu'il faut, pour intéresser l'élite qui ne réagit pas suffisamment au discours identitaire, parce qu'ils ne vivent pas avec les populations immigrées, parler d'une Europe impériale puissante. Moi, j'ai rien contre Julien. J'estime que, voilà, bon, moi, je suis nationaliste, il l'est pas, c'est son droit. J'estime que, voilà, c'est pas la France, ça m'intéresse pas. C'est des idées à la Jean-Thiard dans les années 50. C'est des idées de théoriciens impérial belges. Bon, voilà, moi, à titre personnel, la soumission ne m'intéresse pas. Moi, à titre personnel, vous pouvez collectiviser toutes les faiblesses que vous voulez sur le dos de la France. Ça n'empêchera pas l'Europe de crever en moins d'un siècle. Donc, point. Et question, est-ce qu'on veut que la France crève avec? Question suivante. Que faire face à des gens qui ne veulent pas de la souveraineté, qui ne parlent que de la droite? Si on ne parle pas uniquement de concept de droite, on est un affreux gauchiste. Si nous n'avons rien en commun idéologiquement avec eux, quelle est la place de ces gens-là dans une stratégie souverainiste? Ah, si vous voulez, s'ils se présentent comme des ennemis, ils sont des ennemis. Point. Donc, face à un ennemi, vous avez plusieurs stratégies. Le retournement, le contournement ou l'affrontement. C'est aussi simple que ça. Donc, essayez de voir de quel logiciel il vient et à partir de là, essayez de le faire venir sur vos positions. Généralement, en plus, vous savez, ils annonnent le fait d'être de droite parce que, si vous voulez, ce sont des gens qui, avant tout, se plaisent dans une identité fantasmée. Bon, ça compense une non-compréhension des enjeux et une inculture sur les dossiers qui vient avant tout d'un manque de travail et d'une haine profonde du travail. Donc, essayez de voir. Et après, selon si la personne est suffisamment intelligente pour que vous lui donniez un discours, sinon ne perdez pas de temps, c'est du macronisme de droite. Donc ça ne sert à rien. Eh bien, vous lui donnez soit un discours identitaire intelligent à la Laurent Ozon, vous pouvez lui donner un discours libéral intelligent à la Charles Gave, etc., etc. Sachez identifier la personne que vous avez en face de vous. C'est un con. Eh bien, si vous voulez, malheureusement, comme disait Serge de Beketch, on ne peut pas démissionner de la connerie. Question suivante.
Que se passe-t-il dans le cas où aucun groupe n'atteint la majorité à l'Assemblée nationale? Eh bien, c'est très simple, ça devient une assemblée de 4ème République tout à fait bordélique. C'est-à-dire que toutes les questions se négocient. Voilà, c'est tout. N'est-ce pas le principe de base d'un régime parlementaire, outre votre animosité particulière à l'égard de ce type de régime? Le problème, c'est qu'à la minute où il n'y a plus de discipline, toute assemblée devient un syndicat d'intérêt. Si vous voulez, là, je ne fais pas un éloge des partis politiques, je fais un éloge de partis qui soient autre chose que des syndicats d'intérêt. Or là, s'il n'y a pas de majorité, et on va promettre des prébendes, des hochets, des fétiches, et ce que les Alsaciens appellent des bringbelets, hein, et ce sera le règne des bandes, des gangs, et des chefs de bande et des chefs de gang. Donc, des factieux. Question qui, sans doute, est un petit peu provocatrice. Quel avenir attendre pour le RN dans les 5 prochaines années? Ça va dépendre, si vous voulez. Moi, je suis très triste pour l'électeur RN parce que ça va être le perpétuel cocu de l'histoire. Plus, c'est le galeux à qui on va tout mettre sur le dos, le pauvre. Et tout ça pour que l'état-major de marine puisse faire bombance. Je ne sais pas ce que vaut Jordan Bardella. Je ne lui ai jamais parlé, je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'il a été bien formé, mais je sais aussi qu'il a des liens avec des personnalités qui m'ont jamais séduite. Je pense à Philippe Olivier particulièrement. Et je sais que le clan des Nains Beaumont, donc Steve Briouat, Bruno Bild, qui sont omniprésents et omnipuissants au Front National, veulent sa mort politique. Et j'ai peur qu'il soit le prochain éjecté parce que Marine, de toute façon, s'épanouit dans la chasse à l'homme. Donc c'est très difficile. J'ai peur que le Front National devienne une sorte de gigantesque parti radical, c'est-à-dire un canard sans tête qui peut rouler pendant des années, sauf si les juges en décident autrement. Question suivante. La capitulation sur les marchés ne semble plus très loin. Quasiment tous les actifs y passent. Le remboursement de la PGE, soutien de l'économie pendant la crise Covid, a été décalé post-législative. Quel est votre scénario en fonction de l'issue des législatives pour l'économie française? Alors c'est assez simple. De toute façon, l'eurocratie demandera sa livre de chair. Ne vous inquiétez pas. Ils demanderont l'austérité et ils l'obtiendront. Et s'ils ne l'obtiennent pas en mesure bête et méchante, ils l'obtiendront parce qu'ils sont prêts, ce qui est une folie, à relever les taux, alors que là, de toute façon, c'est simple. Si ils ne relèvent pas les taux, l'Allemagne finit par sauter. S'ils relèvent les taux, c'est les autres qui sautent. Donc, ils vont relever les taux. Mais ça n'aura aucun effet pour une raison qui est simple. Nous ne sommes pas dans le type. Le problème, si vous voulez, c'est que tous ces gens font une erreur de parallaxe. Ils pensent que l'abstention est une catégorie unique qui est la même chose en tout lieu et en tout temps. Or, je peux me tromper, mais je pense que ce type d'inflation-là, qui est une inflation de structure, majoritairement, va être indifférente à la hausse des taux. Et je pense qu'on peut avoir les inconvénients de tous les systèmes en même temps, comme dirait l'autre. Question suivante. Comment approcher les membres de Reconquête, du RN et même de LR pour les inviter à la table d'une maison commune où les souverainistes ne seraient pas persona non grata? Est-ce possible? Si oui, quelles sont les pistes d'action? Ah, et un petit commentaire gentil. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui ferait le délicat, disait Aragon après tout. Alors, je pense qu'avant tout, malheureusement, ce sont des gens qui respectent les rapports de force. Donc il faut avant tout être très organisé nous-mêmes et être très fort nous-mêmes. À ce moment-là, vous intimez le respect. Question suivante. Bonjour Monsieur Rougeron, pensez-vous que c'est possible pour les souverainistes et la droite, entre parenthèses, d'occuper des postes, entre parenthèses, être élu ou dans l'administration, la justice, etc., sans entrer dans les écoles type ENA, Sciences Po, Polytechnique? Alors, oui, à une condition, c'est que vous appreniez l'art de la dissimulation. Du moins le temps que vous êtes en formation. Moi, je ne fais jamais prendre de risques aux gamins. Jamais. Et d'ailleurs, je le dis, nous avons énormément d'universitaires. Et j'aimerais beaucoup que ces universitaires qui arrivent en retraite se mettent à la formation de nos étudiants en termes de cours du soir, etc. C'est aussi ça, la cause. Je ne peux pas tout faire moi-même.
mesdames et messieurs, c'est donc une invitation à la prudence, au travail et à, bien sûr, ce qui nous est propre, une certaine ruse, vu l'importance des enjeux. Question suivante, le camarade Pire a-t-il des conseils pour les étudiants en licence qui cherchent à obtenir un master ou un doctorat en sciences humaines? Je vous conseille déjà de vous grouper, vous allez mieux travailler ensemble, déjà et d'une. Et de deux, vous restez sur la méthode et sur l'épistémologie. Je vous conseille d'utiliser des écoles de type l'école des hautes études en sciences sociales ou l'école pratique des hautes études. Vous y trouverez des gens très bien qui n'ont pas nos idées, mais qui sont des gens très bien. Moi, j'y ai croisé. Moi, j'ai du respect pour l'intellectuel de gauche qui préfère, ce que j'en ai croisé, qui préfère se péter les genoux plutôt que de violer son sujet. J'en ai croisé. Ces gens-là existent. Donc, utilisez ça à plein. N'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle la doctrine sociologique de droite. Elle existe. Hein, et n'hésitez pas, surtout, spécialisez-vous dans les auteurs de sciences humaines, car ils auront toujours quelque chose à vous apprendre. Utilisez leurs concepts, sachez, sans violer les concepts, les utiliser, parce que souvent, la droite craint des pensées qu'en fait, elle ne maîtrise pas. Voilà, si vous voulez, le fait qu'on ait laissé la tradition sociologique tomber dans le gauchisme alors qu'elle a commencé avec un protestant rigoriste comme l'était Durkheim est à hurler de rire. Donc, n'oubliez jamais, là, pour le coup, je vous en conjure, les petits, dédroitisez-vous. La droite n'aime pas la pensée. La droite a tout raté depuis 2 siècles. Tout raté. Tout raté. Elle a raté, mis à part le positivisme, qu'elle n'a eu que par Hippolyte Taine et Charles Maurras. Question un peu plus terre à terre, que penser des listes transnationales européennes qui actuellement se limiteraient à moins de 30 députés européens? Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Un gadget. Un gadget pour faire croire à un sentiment communautaire qui n'existe pas. Pour l'instant, on fait un gadget et des pays comme la Hollande, des pays comme la Pologne ne laisseront jamais faire ça. Alors, ils ont voulu les morpions, eh ben qu'ils les gardent. Question suivante. Bonsoir Monsieur Rougeron. Où étudier les sciences humaines dans un cadre sérieux et neutre intellectuellement, ou au mieux souverainiste? Comment aider la cause nationale par la voie de l'académique aujourd'hui? Alors, c'est très simple. Premièrement, il faut prendre du pouvoir dans la société. Donc, vous voyez les filières où si vous avez un talent universitaire, où vous pouvez aller le plus loin possible. Et notre but, c'est de vous aider. Alors, vous pouvez aller, et d'ailleurs peut-être qu'il faudra en passer par là, faire vos classes à l'étranger. Ça, c'est quelque chose sur lequel je finirai par plancher, vu que théoriquement, il y a des gens qui devraient plancher ça pour vous et qui ne le font pas, comme ça. Parce que vous pouvez continuer dans certains types d'universités, particulièrement en province. Je pense à l'université de Montpellier, qui est très bien dotée, vu que c'est tenu par les élèves de Michel Maffesoli. Mais là encore, vous devez vous grouper, vous devez viser le CNU, et si vous prenez cette voie-là, ça veut dire que vous devez devenir maître de conf, prof de fac, HDR, et vous pourrez, et c'est là où on verra si vous êtes des hommes, parce que quand vous serez HDR, ou encore mieux si vous êtes professeur, vous deviendrez totalement intouchable constitutionnellement, et là on verra si vous aurez les couilles de l'ouvrir, car malheureusement on a beaucoup de mecs qui nous ont dit vous allez voir, je vais casser des briques quand je serai prof, et la dialectique n'a pas cassé de briques et eux non plus. Au moins c'est clair. Donc, question suivante. Considérant les déplorables observations faites sur ces législatives, considérant ce qui ressemble au triomphe des partis et des appareils politiques, peut-on considérer avec André Tardieu que le souverain est à nouveau captif et qu'une fois de plus, le grand démissionné de la politique, c'est le peuple? Alors, André Tardieu est une vieille source cardinale chez nous. Euh, c'est en partie vrai, oui. Mais pour une raison, c'est que de toute façon, nous sommes dans le type, malheureusement, de toute façon, le peuple est un cocu permanent d'un régime sans souveraineté. Ça, c'est déjà le fait de base. Ensuite, le régime des partis équivaut dans un régime sans souveraineté tout simplement à la version, si vous voulez, légalisée et policée du règne de la racaille et du règne des gangs.
En réalité, ça devient une affaire de féodalisme et de seigneur de guerre. Et donc, ça amplifie les effets de la perte de souveraineté. Parce que, si vous voulez, à titre personnel, je ne suis pas convaincu par l'institution parlementaire. Je rappelle que, pour une raison qui est très simple, et je voudrais y aller un peu doctrinalement. Comme vous le savez peut-être, nos régimes d'assemblée viennent des assemblées médiévales et particulièrement des assemblées locales et des assemblées religieuses. Or, ce qui peut se décider par le bien commun à une échelle devient infaisable, sauf à aller justement dans les figures très abstraites de la Révolution, ou alors d'équilibrer entre l'homme, le citoyen et l'homme situé. Mais nous avons abandonné les deux, nous avons abandonné le citoyen à la romaine et nous avons abandonné la doctrine de l'homme situé telle qu'elle pouvait être dans la participation. Aujourd'hui, on est au citoyen consommateur. Et ben, le citoyen consommateur, ça donne l'effet que vous avez là. C'est-à-dire que toute une partie de l'opinion est persuadée que voter, c'est se délester de sa souveraineté joyeusement. Bon. Quant à l'autre, elle est persuadée qu'elle a déjà plus de souveraineté, que ça ne sert à rien et que c'est toujours plus utile de rôter son camembert devant Téléfoot que d'aller mettre un petit papier dans une urne. Et sur les effets, mis à part le fait de donner aux combattants que nous sommes les moyens de combattre, sur les effets immédiats, je ne dis pas sur les effets à long terme, mais sur les effets immédiats, on a du mal à leur donner tort. Question un peu plus géopolitique. Pouvez-vous expliquer l'agressivité anglaise face à la Russie, aussi bien au niveau sportif qu'économique que dans les déclarations de Boris Johnson? Alors, vous avez trois faits qui se superposent. Vous avez un fait de structure géopolitique, vous avez un fait de conjoncture, les buts de Boris Johnson, et vous avez également un fait d'opportunité, toujours du même Boris Johnson. Donc, si on y va. Premièrement, la géopolitique anglaise, qui malheureusement est encore très marquée par les écrits de l'amiral Mahon et d'autres théoriciens de la mer, c'est d'affronter, pour le contrôle de l'Asie centrale, les Popov. Bon, c'est la fameuse affaire du grand jeu qui continue encore aujourd'hui. Et donc, vous avez dans l'élite britannique, et je dis bien dans l'élite britannique, il n'y a pas de russophobie populaire passive en Grande-Bretagne. Et je peux vous le prouver assez facilement. Vous voyez les études d'opinion britanniques, et particulièrement celles qui sont du Parti conservateur, vous obtenez un fait qui est simple, qui est que Vladimir Poutine est un homme respecté, particulièrement dans l'électorat d'une partie de l'Angleterre profonde qui a la nostalgie de l'homme à poigne de fer. Bon. Donc, ça, vous avez ce fait de structure qui fait qu'une partie de l'élite britannique veut contrer la Russie dans l'étranger proche russe. Bon. Pour des contrôles de voies d'approvisionnement énergétique, pour des contrôles de pivots géopolitiques, etc., etc. Bon, ça c'est le premier point. Vous avez un fait, disons, conjoncturel de Boris Johnson, c'est que Boris Johnson doit, face la bronca que fait naître la nomination de ces jeunes parlementaires Red Tory, doit calmer la droite du Parti conservateur qui a quand même plusieurs guerres de retard, dont une guerre contre les Popov. Bon. Et un fait d'opportunité, c'est que Boris Johnson va négocier à pas cher face à quelqu'un qui voulait sa défaite, qui est Joe Biden, l'autonomie de plus en plus grande du système militaro-industriel britannique pour pouvoir refaire une armée britannique qui, je vous le rappelle, a été largement détruite par les efforts de M. Anthony Blair en Irak à Bassora. Voilà les trois points qui, pour moi, travaillent beaucoup les relations russo-britanniques au moment où nous parlons. Donc, question. Monsieur le Rougeron, j'aimerais savoir comment vous expliquez le fait qu'aucun parti politique, sauf Monsieur Kuzmanovic, qui communique sur les problématiques des agressions sexuelles sur enfants, ne parle de la situation catastrophique dans notre pays en matière de protection de l'enfance, ASE, et que les juges ne déchoient quasiment jamais les droits parentaux dans parfois des cas de lourde maltraitance. Nous, nationalistes, pourrions-nous se saisir de ce sujet? Le souci, si vous voulez, c'est que malheureusement, une partie des conspirationnistes nous a liquidé la planche. Parce qu'en accusant tout et tout le monde de pédophilie, alors que
On va être très clair, il y a des hommes, il y a des pédophiles dans une partie de l'élite française, c'est un état de fait. J'avais fait je pense, une vidéo qui était violente parce que moi c'est un sujet qui m'enrage et je vous demande de le comprendre. Et d'ailleurs si vous le comprenez pas, je m'en fous, mais je vous demande d'essayer au moins de le comprendre. Mais j'avais fait une vidéo sur Monsieur Duhamel qui s'appelait l'élite française est-elle dégénérée? Et je pense qu'il faut essayer de voir ces affaires avec du recul et il faut essayer d'en parler avec énormément de données. Et je vais faire un entretien là-dessus, je vous l'avais promis il y a longtemps, avec un homme qui a fait un très bel ouvrage sur ces questions et qui était expert au tribunal d'Outreau, parce que trop c'est trop, mais nous n'avons pas le droit de maltraiter ce sujet-là. Nous devons tirer sur ce sujet-là plus que sur aucun autre. Nous devons tirer pour tuer. Et donc, malheureusement, je pense que nos chefs ont peur d'alerter l'opinion. Voilà. Je vais tout de suite délester tout le monde. Quand je dis tirer pour tuer, c'est right to the point, comme disent les Anglais. Nous n'avons pas le droit de louper un argumentaire, de louper un argument, de louper une donnée. Ce genre de sujet est trop grave. Nous n'avons pas le choix. Dernière question avant de clore l'événement, qui cette fois-ci est un petit peu plus comique. Quelle est votre bande dessinée préférée parmi les classiques de la bande dessinée franco-belge? Donc, vu qu'on est un peu taquin pour la dernière question, autant dire les bandes dessinées françaises. Alors, bien évidemment, je vais vous paraître extraordinairement vieux jeu, mais si sur la bande dessinée française ou d'expression française, moi, je suis majoritairement Astérix. Moi, j'ai adoré Astérix jusqu'aux deux, trois derniers qui sont, je pense, qui nient l'esprit d'Astérix parce qu'Astérix, c'est le Gaulois éternel. On ne peut pas le plier à la doctrine du temps, quelle qu'elle soit. Et je dois le dire, je fais découvrir avec passion à ma fille les Tintins. Et vu ce qui est devenu une partie de la BD, eh bien, je dis merci à Hergé d'avoir décrété Tintin intouchable. Voilà, c'est pas très original, je le sais, mais voilà, j'aimerais que nous travaillions tous ensemble justement sur des questions d'imaginaire, sur ces questions-là, sur le soutien à la BD. On a énormément de BD-man dans le camp national. Et j'aimerais beaucoup qu'on travaille ces questions-là. Malheureusement, là, je touche à mes points d'incompétence. Eh ben, Monsieur Rougeron, la modération du Discord du Cercle Aristote vous remercie pour votre passage. Nous vous remercions également, vous tous, qui vous êtes déplacés pour... Et voilà, malheureusement, j'étais en déplacement pour vous en partie. Donc, voilà. Mais nous vous remercions également à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir. Nous vous rappelons que Monsieur Rougeron repasse sur le Discord le vendredi, juste avant le 11, à 20h30 sur le Discord. Et nous vous rappelons encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Cercle Aristote, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, suivez-nous sur nos réseaux, consultez la boutique de Perspective Libre, faites un don au Cercle Aristote si vous voulez devenir un mécène, et enfin, n'oubliez pas de vous inscrire aux événements du Discord pour ne rien manquer. Mesdames et messieurs, bonne soirée à toutes et à tous, et Monsieur Rougeron, bonne soirée, et prenez soin de vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.